tous les ingrédients d'une crise agricole et alimentaire seraient-ils réunis? C'est la question que l'on peut se poser alors que le monde connaît sa troisième année en 5 ans de hausse massive de plusieurs produits agricoles de première nécessité qui pourraient entraîner, qui sait, le retour possible des émeutes de la faim dans plusieurs régions du globe. Alors, à qui la faute? Sécheresse exceptionnelle aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, appétit toujours plus vorace des populations, diminution des terres arables. Nous allons passer tout ça en revue avec mon invité, Philippe Chalmin, professeur d'économie à Dauphine, spécialiste des marchés des matières premières. Vous publiez d'ailleurs chaque année depuis 25 ans le rapport Cyclope sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux de matières premières. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Xerfi Canal. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je vous propose que nous regardions l'analyse des experts de Xerfi sur donc effectivement cette augmentation quasi sans précédent des produits agricoles depuis cet été, avec Alexandre Mirly-Courtois, le directeur des études économiques de Xerfi. Les matières premières ont flambé cet été. L'indice GSI, une des références sur le marché des commodités, ne dit pas autre chose. Composé de 24 matières premières, tous secteurs confondus, agriculture, métaux industriels, métaux précieux, énergie, il a grimpé de près de 21% entre le 21 juin et le 7 septembre. Ce ne sont pas les métaux, restés très sages, avec une hausse de seulement 8%, qui ont mis le feu aux poudres. C'est bien l'envolée de l'énergie, plus 23%, emmenée par les cours du brut, et encore plus celle des produits agricoles, plus 27%, qui ont été les deux principaux foyers de tension. La brutalité de la flambée des produits agricoles est liée, on le sait, aux mauvaises conditions climatiques. Alimentées par la sécheresse aux États-Unis et dans une moindre mesure en Ukraine et en Russie, les craintes sur les moissons ont poussé les cours du blé et du maïs notamment. Ces fortes variations conjoncturelles masquent pourtant un mouvement de long terme. C'est ce que montre l'évolution de l'indice FAO des produits alimentaires depuis le début des années 90. Un indice qui a évolué la plupart du temps dans une fourchette étroite comprise entre 90 et 115 points jusqu'au milieu des années 2000. Depuis, sa trajectoire a suivi une pente ascendante très nette. Hausse de la population mondiale, concurrence des agrocarburants, spéculation, essoufflement des retombées de la révolution verte sur les rendements agricoles, tout alimente l'évolution des cours. Au-delà du jeu de yo-yo, dû à l'aléa climatique, tout laisse à penser que la hausse va persister. Pour le consommateur, c'est une mauvaise nouvelle de plus, car cela vient grever un peu plus son budget. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour notre commerce extérieur. Les céréales restent un point fort de nos échanges avec le reste du monde. En 2011, ils ont dégagé un excédent de plus de 7 milliards d'euros, après déjà 5,4 milliards d'euros en 2010. Des céréales qui contribuent de façon fondamentale à notre excédent agricole. Alors, Philippe Chalmin, vous avez entendu Alexandre Mirly-Courtois nous dire que tout alimente l'évolution des cours actuels, un espèce de cocktail explosif en quelque sorte qui aurait lieu actuellement. Est-ce qu'on peut faire la part des choses? Est-ce qu'on peut savoir ce qui est dû en quelque sorte aujourd'hui à la diminution des terres arables, à l'augmentation de la demande des populations avec l'élévation des niveaux de vie, ou tout simplement ce qui est dû au réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est dû, qu'est-ce qui alimente en quelque sorte cette situation? Alors, je crois qu'il faut serrer entre les causes de court terme, conjoncturelles, et puis les causes de long terme, car ce n'est pas un hasard, comme vous l'avez dit, que nous vivions la troisième crise majeure en l'espace de 5 ans. Les causes conjoncturelles de court terme, elles sont très claires. Nous avons eu cet été l'été le plus sec et le plus chaud que les États-Unis aient connu, pratiquement depuis les années 30. La moyenne des températures aux États-Unis au mois de juillet a été de 25,3 degrés. C'était la plus élevée depuis 1936. Oui, plus de la moitié des récoltes de maïs perdues cet été. Alors que nous avions, comme le prix du maïs était déjà élevé l'année dernière, nous avions eu des emblavements considérables de la part des agriculteurs américains. Et entre ce que l'on aurait dû avoir comme production aux États-Unis à partir de ces emblavements, c'était les estimations du mois d'avril ou de mai, et ce que nous allons, et ce qu'ils vont récolter au mois d'octobre ou de novembre, eh bien nous devrions avoir une diminution de quelques 75 millions de tonnes. Cette situation explique bien entendu la flambée que nous avons connue cet été des prix du maïs et
aussi des prix du soja, puisque les Américains, les farmers avaient moins planté de soja, et le soja, lui aussi, a été touché par la sécheresse. Donc nous sommes aujourd'hui à des niveaux de prix pour le maïs et le soja qui n'ont jamais été atteints. Ce sont des niveaux de prix records. Alors voilà pour la sécheresse. En URSS, en Russie, même topo. Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui? Moins quand même, vous avez raison. Même si globalement, si j'ajoute Russie, Ukraine et Kazakhstan, ce qu'on appelle la mer Noire, puisque c'est par la mer Noire que ces blés sortent, nous avons quand même une baisse de production de l'ordre de 30 millions de tonnes. Ce qui explique que même si les prix du blé aujourd'hui sont moins élevés qu'en 2008, ils soient aussi très élevés et ils ont eu un effet de contagion des autres céréales. Je vous signale par contre, et ça c'est un point important en termes de comparaison vis-à-vis de la situation de 2008, et vous avez parlé d'émeutes de la faim, il y a une céréale qui est passée au travers des gouttes. C'est le riz. Et sur le riz, nous avons des niveaux de prix qui sont à peu près stables. Nous n'avons pas eu de flambée des cours. Ceci grâce à d'excellentes récoltes chez les deux grands exportateurs que sont la Thaïlande et le Vietnam. Ce qui fait que, comme le riz joue un rôle très important dans l'alimentation de nombre de pays du tiers-monde, le spectre d'émeutes de la faim tels que l'on les avait eus en 2008 pourra peut-être être, je dirais, moins présent que ce que l'on pouvait imaginer. Et notamment dans le monde méditerranéen, peut-être une des conséquences aussi du printemps arabe. Certains attendent un automne arabe où effectivement la question pourrait ressurgir. De l'autre côté, donc nous avons une offre à court terme qui est en très nette baisse, et puis nous avons toujours une demande. Grossièrement, chaque année, la demande mondiale de céréales théoriques, du fait de la croissance démographique, du fait de l'enrichissement des populations des pays émergents qui se mettent à manger de la viande, etc., c'est à peu près 35 millions de tonnes. Ces 35 millions de tonnes, il faut les trouver. Cette année, la production mondiale va baisser de l'ordre de 40 millions de tonnes. Alors, juste pour, là aussi, situer peut-être la chose, en préparant cette émission, j'ai fouillé un peu dans mes tablettes. La Chine était exportatrice de produits agricoles jusqu'en 2002. Elle est aujourd'hui importatrice, tant pour le blé que pour le maïs. Et pourtant, ils ont multiplié leur production, Philippe, par 8, en quasiment un demi-siècle. Oui, mais je vous rappelle que d'abord la Chine, pour ceux qui y sont allés, il y a beaucoup de déserts quand même. La surface agricole utile chinoise, elle n'a pas vocation à s'étendre considérablement, et au contraire, elle se réduit chaque année par la croissance urbaine. Et il ne faut pas se leurrer, la plupart des villes ont été fondées il y a souvent des siècles au cœur de régions agricoles qui étaient relativement riches. Et donc, la Chine, elle est structurellement maintenant importatrice, elle est le premier importateur mondial de soja, elle commence à devenir un importateur important de maïs, elle maintient à peu près son équilibre en blé et en riz, mais de toute manière, la dépendance chinoise pèse incontestablement sur les marchés. Alors ça, ce sont, si vous voulez, les raisons de court terme. Mais il faut se demander, mais enfin, on a toujours eu des accidents climatiques. Alors, est-ce qu'ils sont liés au réchauffement climatique ou autre? Je n'ai pas la capacité de répondre. Ce que je constate, c'est qu'ils interviennent de manière beaucoup plus intense peut-être que par le passé. Mais en fait, ce que nous récoltons surtout aujourd'hui, c'est que pendant 2 décennies, la fin du XXe siècle, nous avons vécu une sorte de mythe de l'abondance. À l'époque, on ne m'invitait pas sur les plateaux télé, puisque le grand problème de l'agriculture, c'était la gestion des excédents. Et donc, à l'époque, dans les pays développés, comme dans les pays en développement, on a laissé en friche quelque part l'agriculture, on a détruit les politiques agricoles. Et c'est ce sous-investissement en matière agricole que nous payons aujourd'hui. On va y revenir, et notamment à travers l'évolution de la PAC. Pourtant, la population mal nourrie aujourd'hui dans le globe a été divisée par 2, sa proportion. Nous sommes passés de 25 à 13%. Alors, Philippe Chalmin, quelle est, selon vous, la part de la spéculation? Ce sont des produits sur des marchés dérivés, avec donc des contrats à terme, des options. Y a-t-il aujourd'hui une part qui est due à la spéculation dans les hausses foudroyantes que nous connaissons régulièrement, 3, je le disais, en 5 ans? Écoutez, ça a été le grand sujet de débat au moment du G20 agricole l'année dernière. La réponse est que tous ces marchés
sont par essence spéculatifs. La caractéristique des marchés agricoles, c'est sur l'agriculture d'ailleurs que nous avons tout inventé. Vos marchés dérivés, vos marchés de futures, vos options, etc. Tout a été inventé sur les produits agricoles. Le premier marché à terme de l'ère moderne ouvre à Chicago au milieu du 19e siècle. L'instabilité a toujours été la compagne des marchés agricoles, et cela notamment au niveau international. Mais aujourd'hui, quelle est la responsabilité d'une possible spéculation sur la hausse des prix, Philippe Chalmin? Je dirais qu'à mon sens, elle est totalement nulle. Je sais bien que cela peut choquer les âmes sensibles, que nombre de banques, sous la pression d'ONG et autres, ont arrêté leurs activités sur les dérivés agricoles. C'est stupide. L'expérience montre que nous avons la même instabilité, nous avons la même volatilité même sur des marchés sur lesquels il y a des dérivés, et donc de la spéculation financière, et sur des marchés où il n'y en a pas. Nous prenions le cas des céréales. Effectivement, le blé, le maïs, le soja dans le domaine des oléagineux sont cotés à Chicago, et ce sont parmi les marchés les plus importants de la planète. Mais il n'y a pas de dérivés sur le riz. L'instabilité du marché du riz est tout aussi considérable. Si le riz aujourd'hui ne flambe pas, c'est parce que les fondamentaux, c'est-à-dire l'offre-demande, ne peuvent pas le justifier. On dit la même chose des fruits et des légumes. Mais en 2008, la flambée des prix du riz avait été beaucoup plus forte que celle du blé. On a même, et je le cite toujours en anecdote, il y avait autrefois aux États-Unis, je parle des années 50, il y avait un marché à terme de l'oignon. Et il y eut, quelque part au milieu des années 50, il y eut une flambée des prix de l'oignon telle que le Congrès s'en préoccupa et adopta une loi qui était proposée par un représentant républicain du Texas qui fit ensuite une belle carrière puisqu'il s'appelait Lyndon Johnson. Il adopta une loi interdisant la cotation de l'oignon sur les marchés de Chicago. Et donc on a l'oignon avec marché dérivé et aujourd'hui l'oignon sans marché dérivé. Les études qui ont été faites montrent que la volatilité du marché de l'oignon est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'était autrefois. Et voilà, et ça rejoint ce que je disais effectivement sur les fruits et les légumes, qui sont des marchés volatiles par définition. Oui, mais alors ça, c'est des produits qu'on ne peut pas stocker, donc c'est encore plus complexe. Alors, Philippe Chalmin, vous évoquiez le G20, hein, les dirigeants du G20 qui ont cherché à encadrer le fonctionnement des marchés à terme, hein, notamment depuis l'an passé, mais refusant par ailleurs l'installation de stocks tampons, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on peut réguler aujourd'hui, que les pouvoirs publics, que les grands de ce monde peuvent faire quelque chose pour réguler les produits agricoles? Alors, je vous poserai simplement la question, qu'est-ce que veut dire réguler pour vous? Si c'est regulate in English, réguler à l'anglo-saxonne, c'est assurer la transparence et je dirais l'équité du marché, c'est-à-dire assurer que les marchés dérivés font l'objet de contrôles par des autorités de tutelle, comme c'est le cas aux États-Unis avec la CFTC, comme ça n'est pas le cas en Europe, et là, nous avons des progrès à faire. Mais si réguler, vous me le faites à la française, et vous dites stabiliser, là, je vous répondrai, c'est un mythe. Je commence à avoir un certain âge et j'ai connu dans les années 70, j'ai participé aux négociations d'accords internationaux sur le blé, le sucre, le café et le cacao. Ce furent tous des échecs. Il faut prendre quand même une réalité. Le monde est instable. À la limite, il est beaucoup plus complexe d'essayer de stabiliser le marché du blé qu'il ne le serait de stabiliser les marchés des monnaies. Or, vous voyez bien que le cartel des banques centrales n'y est jamais arrivé. Alors, y a-t-il quand même quelque chose à faire en termes de politique de stockage, par exemple? Là aussi, j'ai regardé les derniers chiffres, les capacités de stockage en France ont diminué, Philippe Chalmin. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Non, oui et non, parce que justement, l'avantage des marchés dérivés, c'est qu'ils vous permettent de gérer vos anticipations et donc de réduire la quantité de stock physique qu'il doit y avoir dans le pipeline. Si il devait y avoir stockage, ce serait éventuellement des stockages d'urgence dans un certain nombre de régions pour prévenir des situations de précarité alimentaire. Mais la plupart du temps, ces situations de précarité alimentaire ne sont pas liées à des crises agricoles, elles sont liées à des malgouvernances. Les émeutes de la fin de 2008 sont intervenues dans des pays
qui, de toute manière, souffraient plus de malgouvernance que d'autres problèmes agricoles. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas, d'une manière ou d'une autre, remettre en selle la notion de politique agricole, notamment dans les pays du tiers-monde. Alors, la politique agricole, avant que nous n'abordions pour conclure peut-être les problématiques de production de biocarburants. La politique agricole, en pleine refonte actuellement, la politique agricole commune, qui a quand même pendant des années stabilisé les prix à la hausse, comme à la baisse en quelque sorte. Aujourd'hui, on va changer de logique. L'idée, c'est d'être peut-être plus sur le producteur que sur la production. Est-ce que ça va jouer, vous pensez, sur l'évolution des prix des matières agricoles? La messe est déjà dite et le changement de la PAC, il a déjà eu lieu. Depuis 2006, les prix agricoles, les prix céréaliers en Europe ne sont plus stabilisés. Ça fait un certain temps que la Commission de Bruxelles a, de ce point de vue-là, jeté l'éponge. Pourquoi croyez-vous que nous ayons aujourd'hui un marché à terme du blé à Paris, qui est presque aussi important en termes de volume que celui de Chicago? Et l'agriculteur, un céréalier français, c'est quelqu'un qui, sur les 5 dernières années, a vu le prix de son blé se balader entre 120 et 300 € la tonne. Le monde agricole européen est en train de vivre une totale révolution culturelle et je ne vois pas dans les projets de nouvelle PAC quelque retour à quelque stabilité que ce soit. Et alors l'idée d'avoir une agriculture plus raisonnée, donc de plus favoriser un agriculteur qui s'engagerait sur ce genre de voie, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les prix? Certains vont dire que ça risque encore de provoquer une flambée des prix puisqu'on produira moins et on essaiera d'avoir moins de rendement. Malheureusement, c'est un peu ce que nous payons aujourd'hui. Je ne dis pas que l'agriculture raisonnée ne soit pas nécessaire. Maintenant, derrière les flambées des prix mondiaux que nous vivons, il y a aussi le refus du progrès en agriculture, le refus de la première génération des OGM, par exemple. Je ne dis pas, parce que, au fond, le message que passent les marchés aujourd'hui, c'est un message qu'il nous faut écouter. C'est le monde a faim, quelque part. Et en 2 générations devant nous, d'ici 2070, où nous serons 9 milliards d'êtres humains, si nous voulons les nourrir correctement, il va nous falloir multiplier par 2 la production agricole de la planète à surface agricole utile constante. Cela peut se faire par des politiques agricoles plus intelligentes dans les pays du tiers-monde, mais je pense qu'on ne peut pas fermer la porte à des biotechnologies permettant, par exemple, d'avoir de nouvelles semences capables de résister à des stress hydriques, c'est-à-dire à des sécheresses. Et là, vous pensez aux OGM alors? Mais bien entendu. Et je pense que les OGM posent un certain nombre de problèmes qu'il nous faut résoudre, mais ce n'est pas en les fauchant sous les caméras de télévision que nous résoudrons ces problèmes. Alors, vous êtes membre du Conseil d'analyse économique. Vous avez d'ailleurs publié un rapport sur les perspectives de l'agriculture dans notre pays il y a quelques années. Philippe Chalmin, la production de biocarburants, est-ce qu'elle réduit l'offre alimentaire? Aux États-Unis, 40% de la production de maïs est consacrée à la production d'éthanol. Vous avez peut-être vu que le gouvernement en France s'engage à ce qu'il y ait moins de composantes agricoles dans ce qu'on appelle les biocarburants de première nécessité, pour en quelque sorte que le gros continue à aller pour des logiques vivrières. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans les biocarburants, il y a à prendre et à laisser. Il est clair que le programme bioéthanol aux États-Unis basé sur le maïs est une absurdité, y compris d'ailleurs du point de vue énergétique, car le rendement énergétique du maïs n'a rien d'extraordinaire. En Europe, où on s'y est mis beaucoup plus tard, je dirais que nous avons fait ça à dose relativement homéopathique, et il n'est pas absurde. Parce que ce n'est pas parce que si aujourd'hui nous avons des prix extrêmement élevés par pénurie que demain les prix ne seront pas bas si on avait une année agricole exceptionnelle. Donc il n'est pas mauvais d'avoir des débouchés de secours. Et il est clair que ce que j'attends beaucoup plus, c'est tout ce qui est les biocarburants et je dirais les bioénergies de 2e génération. Vous avez un sur les matières organiques. Mais bien sûr, vous avez une superbe pôle de compétitivité sur Champagne et Picardie qui s'appelle IAR, les industries de l'agro-raffinerie, je crois à la raffinerie verte. Mais là-dessus, les tonnages ne seront jamais des tonnages qui concurrenceront ce qui est nécessaire pour nourrir les hommes. On va conclure, Philippe Chalmin, les prix agricoles en 2013 sur maïs, soja, blé. Vous voyez quelle évolution?
On est sur des pics, ça pourrait retomber. Chaque fois, c'est retombé quand même. Hein. Alors, si vous êtes capable de me dire ce que sera le climat dans l'hémisphère sud dans les mois à venir, je pourrais vous répondre. Ouais. Normalement, nous sommes effectivement à des niveaux de prix très élevés, et si nous avons des récoltes correctes dans l'hémisphère sud, les prix devraient commencer à tomber, je dirais, à partir du début de l'année prochaine. Maintenant, il y a des rumeurs, mais je ne suis pas météorologue, les météorologues et les économistes se ressemblent, ils font souvent les mêmes erreurs, je ne suis pas météorologue, il y a des rumeurs sur un nouvel épisode El Niño. El Niño, c'est un changement climatique majeur qui intervient tous les 5 à 7 ans dans l'océan Pacifique et l'océan Indien, les courants froids deviennent chauds, les courants chauds deviennent froids, etc. Et si nous avions un El Niño qui réduirait à ce moment-là les productions en Argentine, en Australie, etc., là, la situation pourrait devenir catastrophique. Donc, pour l'instant, des prix très élevés qui devraient normalement se détendre à partir du début 2013, mais il faut avoir un œil sur ce qui se passe en termes climatiques dans l'hémisphère sud. Merci Philippe Chalmin d'avoir été mon invité sur Xerfi Canal pour reparler donc de l'évolution des prix agricoles. Merci à vous.